C'est l'heure de l'actualité sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. 2 milliards de francs CFA de l'Union européenne pour électrifier 3000 ménages au Bénin. On en parle dans cette édition. Et puis, les femmes ingénieures de la Somalie ont décidé de défier les stéréotypes. Nous terminerons avec une économie solidaire en Italie quand l'espoir germe sur les terres anciennes des feux de la Camorra. Bonsoir à tous et bienvenue. L'entreprise Les Soleils du Bénin bénéficie d'un investissement de 3,1 millions d'euros, soit 2 milliards de francs CFA de l'Union européenne pour améliorer l'accès à l'énergie électrique dans les zones rurales du pays. Prévu dans le cadre de l'initiative de financement d'électrification Electri-FI, ce projet traduit la stratégie d'investissement global Gateway de l'Union européenne qui contribuera à une croissance économique durable et à améliorer les conditions de vie des populations. Le Bénin a bénéficié d'un financement de 3,1 millions d'euros, soit plus de 2 milliards de francs CFA de l'Union européenne, à travers l'entreprise Les Soleils du Bénin, pour améliorer l'accès à l'énergie électrique dans les zones rurales du pays. Ce projet entre dans le cadre de l'initiative de financement de l'électrification Electrify et va contribuer, selon les autorités, à une croissance économique durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc je pense que c'est une initiative assez salutaire de la part de l'Union européenne qui montre encore une fois leur ambition de vraiment essayer de développer, de booster les entreprises, notamment les entreprises qui travaillent dans l'énergie. Et cela représente beaucoup de choses pour le Bénin. Cela va permettre d'être autosuffisant, notamment dans les localités où on ne dispose pas d'énergie. Donc pour ma part, je pense que cela est bénéfique et cela montre aussi que le Bénin s'inscrit dans une logique d'énergie renouvelable avec le solaire qui est une énergie propre et verte. En apportant son soutien à ce projet rural qui doit profiter à 3000 ménages, Electrify complète le financement en fonds propres de Neo Off-Grid Africa dans le cadre de l'initiative d'accès à l'énergie électrique dans les zones rurales. Les Soleils du Bénin avaient déjà construit et exploitent actuellement 12 mini-réseaux dans 12 localités non électrifiées du Bénin afin de concrétiser la vision d'un avenir durable qui passe par le bien-être des communautés. À mon avis, le premier critère pour lequel l'Union européenne décide d'investir dans une zone, c'est surtout le besoin. Est-ce qu'il y a un besoin énergétique? Est-ce que les populations disposent d'énergie? Donc pour ma part, c'est un facteur social avant tout, voir un peu la vulnérabilité des populations. Est-ce que les populations en ont besoin? Et le second critère, c'est un critère peut-être assez technique. Peut-être voir est-ce qu'il y a possibilité d'installer des solaires dans les zones? Est-ce que le climat technique et le climat des affaires est assez viable pour pouvoir instaurer cela? Et aussi le critère du foncier, est-ce qu'il y a justement des possibilités de pouvoir acheter des terrains ou un foncier pour pouvoir installer les éléments? Donc je pense que c'est les deux facteurs essentiels. Outre cette initiative, le Bénin dispose d'un projet d'électrification rurale PERU portant sur l'extension et la densification des réseaux électriques de distribution en milieu rural. S'inscrivant dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021, il a concerné au total 309 localités pour une population bénéficiaire estimée à 1 million d'habitants. En Guinée-Bissau, le gouvernement a revu le lundi 18 septembre 2023 à la baisse les prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, la farine de blé, le sucre, l'huile et le lait. En réduisant les prix des denrées de première nécessité, le gouvernement bissau-guinéen cherche à atténuer les tensions sociales et à améliorer les conditions de vie de la population. Le gouvernement de la Guinée-Bissau a décidé de réduire les prix des denrées de première nécessité afin de soulager la population face à la hausse des coûts de la vie. Cette décision intervient en réponse aux nombreuses manifestations et protestations qui ont eu lieu dans le pays ces derniers mois suite à la flambée des prix des produits alimentaires et des carburants. Une annonce faite le 18 septembre 2023 par le ministre du Commerce, Jamel Joao Andem. Il est possible que donc cette réduction des prix des produits de première nécessité relance certainement la consommation et aussi donc la demande, ce qui va avoir un impact sur les principaux agrégats macroéconomiques que sont par exemple le taux d'inflation et partant le produit intérieur brut. Parmi les denrées concernées par cette baisse de prix, on retrouve le riz, le sucre, l'huile de cuisine, la farine et les légumes de base tels que les oignons
oignons et les pommes de terre. Ainsi, le prix du sac de riz 100% brissure qui pèse 50 kg passe de 22 500 à 17 500 et celui du sac de riz brissure passe de 24 000 à 22 500 francs. Quant au sac de 50 kg de farine de blé, il coûte désormais 24 600 francs contre 29 000 auparavant. Le gouvernement espère ainsi réduire la pression financière sur les ménages, en particulier les plus défavorisés. Il faudra s'attendre à une baisse des recettes douanières, notamment pour les produits qui sont concernés par cette baisse et ce qui constitue, qu'on le veuille ou non, un manque à gagner pour la Guinée-Bissau. En réduisant les prix des denrées de première nécessité, le gouvernement bissau-guinéen cherche à atténuer les tensions sociales et améliorer les conditions de vie de la population. Cette décision est un pas vers la résolution des problèmes économiques auxquels la Guinée-Bissau est confrontée, mais des efforts supplémentaires seront nécessaires pour stabiliser l'économie et améliorer durablement les conditions de vie des citoyens. La 36e conférence du Conseil scientifique pour le contrôle de la maladie se tiendra au Kenya. La maladie du sommeil sévit encore dans 36 pays d'Afrique subsaharienne où l'on trouve les mouches CC qui transmettent cette maladie. Les populations les plus exposées à ces mouches et donc à la maladie sont les populations rurales qui dépendent de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche ou de la chasse. Les détails dans cet élément. Après des efforts de lutte incessants en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé OMS a reconnu dans un rapport de juillet 2023 que l'occurrence de la trypanosomiase aux maladies du sommeil a atteint son plus bas niveau jamais enregistré en passant en dessous des 2000 cas en 2017 et des 1000 cas en 2018 pour rester depuis en dessous de ce seuil. Sur le continent, la population exposée au risque de contracter la maladie est estimée à 55 millions de personnes pour la période 2016-2020, dont seulement 3 millions à risque modéré à élevé. L'Angola, le Congo, le Gabon, la Guinée, le Malawi, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et le Tchad ont déclaré entre 10 et 100 nouveaux cas en 2023, tandis que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la Guinée équatoriale, l'Ouganda, la République unie de Tanzanie et la Zambie ont déclaré entre 1 et 10 nouveaux cas sur la même période. Les zones infectées par la tétée et leur distribution sont bien connues en Afrique en tant que maladie tropicale. Mais aujourd'hui, en raison des effets du climat, la maladie du sommeil et la trypanosomiase chez les animaux sont signalées dans d'autres régions connues pour être exemptes de ces maladies. Le Kenya accueille à Mombasa à partir du 21 septembre 2023 la 36e conférence générale du Conseil scientifique international pour la recherche et le contrôle de la trypanosomiase africaine, dont l'objectif est d'élaborer des stratégies de lutte contre la trypanosomiase. Selon le Bureau inter-africain des ressources animales de l'Union africaine UABIRA, la trypanosomiase affecte gravement la santé de l'homme et du bétail et limite l'utilisation des terres, provoquant ainsi la pauvreté et perpétuant le sous-développement sur le continent. La conférence de 5 jours rassemble plus de 300 agents de contrôle des maladies, scientifiques et chercheurs de plus de 38 pays de l'Union africaine infestés de tétée pour partager des informations et les meilleures pratiques sur l'éradication de la maladie. La trypanosomiase tétée est présente dans près de 38 pays. Il s'agit d'un problème transfrontalier et c'est pourquoi cette plateforme vise à aider les pays confrontés à ce défi à se réunir et à partager leurs connaissances, car un seul pays ne peut pas s'attaquer au problème. Elle doit être abordée à l'échelle régionale et continentale. Surtout présente en Afrique subsaharienne, la maladie du sommeil affecte surtout les populations rurales en contact quasi permanent avec des animaux d'élevage. Cependant, l'UABIRA indique que des pays comme le Bénin, le Botswana, le Burundi, le Mali, le Niger et le Rwanda, ainsi que le Sénégal, n'ont plus notifié de nouveaux cas depuis plus de 10 ans. Nous le disions au titre, dans l'un des pays les plus dangereux et conservateurs au monde, des femmes ingénieures comme Fatoumata Mohamed Ali ont décidé de défier les stéréotypes et de se lancer dans le domaine de la construction. Les détails dans cet élément. À Mogadiscio, le secteur de la construction est en plein essor. Des femmes, ingénieures, comme Fatouma Mohamed Ali, ont décidé de saisir leur chance et travaillent d'arrache-pied pour superviser des ouvriers masculins, parfois 2 fois plus âgés qu'elles, tout
Tout en restant humbles, ces Somaliennes ont décidé de casser les codes de ce pays conservateur. À la faculté de génie civil, nous n'étions que 2 femmes, moi et Sadia. Mais tous les autres étudiants étaient des hommes. Qui plus est, lors de notre inscription à l'université, nous n'étions que 2 femmes dans ce domaine. Nous avons été les premières ingénieures civiles à être diplômées de notre université. Même si elles semblent être à l'aise sur le chantier, ces femmes ont tout de même dû s'imposer et faire face à la stigmatisation sociale et à tout type de harcèlement au travail. Elles n'ont malgré tout jamais douté de leur choix de carrière. Les habitants sont toujours très surpris lorsque vous leur dites que vous êtes ingénieur civil. Ils demandent « Mais pourquoi faire ce genre de travail? Vous perdez votre temps inutilement. » Même si en Somalie, de nombreux parents désapprouvent le fait de voir leurs filles collaborer avec des hommes, les mentalités évoluent et certains ouvriers comme Omar y trouvent leur compte. Lorsque je travaillais avec des ingénieurs masculins, les opportunités de travail n'étaient pas très nombreuses. Depuis que je travaille avec cette femme, Fatih, mes revenus ont augmenté et j'aide mes enfants et mes parents. Je conseille aux femmes somaliennes de se lancer dans le génie civil pour que je puisse gagner plus en tant qu'ouvrier. Avec l'amélioration de la situation sécuritaire suite à l'offensive militaire lancée depuis 1 an par le gouvernement contre les islamistes radicaux Shebab, Hassan Mohamed Jimal, maire adjoint en charge des affaires publiques de Mogadiscio, a déclaré que les autorités souhaitent voir davantage de femmes sur le marché du travail. Au Maroc, après le séisme, vient le temps des rentrées scolaires dans le pays. À cet effet, des tentes typiquement marocaines ont été érigées pour permettre aux enfants de s'instruire. Les détails dans ce reportage. Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire pour beaucoup d'élèves marocains, mais avec les dégâts causés par le séisme du 8 septembre, le retour à l'école est différent cette année. Dans la petite ville d'Asni, au sud de Marrakech, les tentes font désormais office de salle de classe. Le ministère de l'Éducation en a monté 32 pour accueillir les 2800 collégiens et lycéens du secteur. Dans un premier temps, nous avons recensé 242 écoles touchées par le séisme, dont 32 ont été complètement détruites. Les autorités ont pris les mesures nécessaires pour reconstruire ces écoles dans les plus brefs délais. Tout en garantissant la poursuite des enseignements et le retour des élèves et des enseignants dans leur salle de classe. Depuis le début de la semaine, les professeurs observent la résilience de certains élèves des provinces d'Al-Raouz et de Chikawa, durement touchés par le séisme. Pour ces élèves qui parcourent des kilomètres pour assister aux cours, l'école est plus qu'une question d'éducation, c'est un échappatoire. Le site contient 32 grandes tentes pour accueillir les élèves. 16 tentes sont réservées pour ceux du collège et les 16 autres pour les élèves du lycée professionnel. Les autorités locales assurent poursuivre leurs efforts visant à rétablir au plus vite les services publics liés à l'éducation, conformément aux directives du roi Mohamed VI. Au total, 530 écoles et 55 internats à travers le royaume ont été endommagés. La situation, jugée préoccupante par l'UNESCO, affecte 1 million d'élèves marocains. En Italie, en plein cœur des anciennes terres des feux de la Camorra, des hectares stériles et abandonnés connaissent une nouvelle vie grâce à la coopérative sociale et solidaire. À mi-chemin entre Naples et Caserte, à Santa Maria la Fossa, plus aucune trace des décharges sauvages et des déchets toxiques brûlés de la Camorra. Ici, en plein cœur de ce que l'on appelait le triangle de la mort, le gouvernement italien a confisqué 12 hectares de terre à la mafia locale pour les donner à Terra Felix. C'était il y a 4 ans. Depuis, la coopérative sociale et solidaire a lancé un projet de régénération territoriale. À Santa Maria la Fossa, les terres auparavant stériles et abandonnées connaissent donc une nouvelle vie grâce à la culture du cardon, qui non seulement augmente la fertilité du sol, mais favorise également la culture des champignons grâce à la production de biomasse. Des personnes handicapées sont également impliquées dans cette production. Noi siamo una cooperativa sociale, quindi abbiamo proprio un dovere morale, ma ce l'abbiamo proprio nel nostro statuto, quello di lavorare per creare opportunità per i più fragili.
E quindi quando pensiamo ad un progetto, pensiamo prima al loro inserimento nel progetto e poi a tutto il resto. Mais il y a quelques semaines seulement, le 15 août dernier, les cultures de Terra Felix ont brûlé. E questo è il risultato dell'incendio doloso che ha distrutto 7 ettari di Terra Felix. Evidentemente qualcuno non vuole che questa terra torni ad essere felice, ma la parte sana della popolazione di questi territori continua a lavorare sulla propria terra. Et Terra Felix prône aussi l'innovation avec une agriculture 4.0. Ici, des capteurs d'humidité et de température activent automatiquement l'apport d'eau nécessaire à la production d'une tonne de champignons par mois à pleine capacité. Un long chemin a déjà été parcouru de la terre des feux à ces serres automatisées, mais il reste encore beaucoup à faire. Con il nostro lavoro noi immaginiamo di fare un pezzo di questa strada per far sì che emerga il bello, per far sì che emerga quello che davvero la Terra Felix può dare. Le sillon a déjà été creusé et ne peut être brûlé une nouvelle fois. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.